C'est sous de tristes auspices que la loi de lutte contre le narcotrafic s'apprête à fêter son premier anniversaire. Promulguée en juin dernier, elle a prévu, outre la création du PNACO, le parquet national anticriminalité organisée, la mise en place de nouvelles mesures concernant le blanchiment d'argent, les techniques d'enquête ou encore le statut des repentis. Malgré tout ça, le narcotrafic continue de faire des ravages. En une semaine, 6 personnes sont mortes, 3 par balle à Nantes et à Nice, et 3 encore dans un incendie criminel à Dessines, dans la banlieue de Lyon, lors de règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. En réponse, des démonstrations de force sont organisées. Aujourd'hui, par exemple, avec le déploiement d'un millier de policiers à Lyon, qui a conduit à plus de 120 interpellations et la saisie de plusieurs kilos de drogue. Reste qu'au vu de l'actualité macabre, la question se pose. L'État est-il dépassé par le narcotrafic en France ? Le narcotrafic est-il hors de contrôle ? Quels sont les effets de la lutte contre le trafic de drogue ? La stratégie adoptée est-elle la bonne ? Pour en débattre avec nous ce soir, 3 invités. Clémence Girard, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-procureur au tribunal de Paris et chef de la section lutte contre la criminalité organisée. À vos côtés se trouve Frédéric Ploquin, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste du grand banditisme et du narcotrafic. Vous aviez publié il y a quelques années « Les narcos français brisent l'omerta », mais je me dois de citer votre livre sur un autre sujet qui vient de paraître aujourd'hui. C'est Epstein, les secrets de la filière française aux éditions du Nouveau Monde. Autre forme de criminalité. Fabrice Rizzoli, bonsoir. Bonsoir. Merci également à vous d'être là dans Question du soir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'HEIP. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité et des mafias et vous avez fondé une association que vous présidez, Crime Halt. Vous nous en direz un petit peu plus au cours de l'émission. Merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. Évidemment, tous ces faits ne font qu'on renforcer notre détermination pour continuer à gagner des batailles. Nous le devons évidemment à ces victimes, nous le devons aux habitants des quartiers qui n'en peuvent plus de ce trafic de stupéfiants. La guerre que nous menons, elle est intraitable. Psychologiquement, je me dis si je sors, je peux me prendre une balle ou ma fille peut se prendre une balle. Du coup, je me prive des choses, je me prive de sortir, je prive ma fille de parc, je prive ma fille de tout. En fait. J'ai envie et je souhaite de tout mon cœur que ça se reproduise pas, que ça touche plus d'autres familles et que vraiment l'État entende mon désespoir. C'est un appel à l'aide. Je veux juste rappeler qu'hier soir, il y a quand même 3 jeunes qui ont été victimes de cette barbarie, de la violence de la narcocratie. Donc oui, notre pays s'est endormi, on a fermé les yeux face à ce monstre et aujourd'hui on se réveille avec un monstre qui s'est infiltré partout et qui fait couler le sang partout et qui assassine tout le monde et qui assassine n'importe qui. Voilà pour le montage réalisé par Vincent Thévenet. Alors on a entendu les voix de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, de riverains, d'une fille de victime de fusillade à Nice et enfin du militant Amine Kessassi que vous avez peut-être reconnu. Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'il dit « le pays s'est endormi » ? Est-ce que d'une certaine manière la situation est hors de contrôle ? Je voudrais faire un tour de table. D'abord Frédéric Ploquin. Endormi, oui, il y a une forme d'anesthésie politique, moi je dirais. Mais qui a duré des années, parce qu'en fait le problème il date pas d'aujourd'hui, vous le savez bien, et même les crimes collatéraux qu'on déplore aujourd'hui et qui font la une des journaux, et la raison pour laquelle on est là, c'est ces morts qui dans les quartiers qui n'ont strictement rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Eh bien si on remonte un petit peu en arrière, moi j'ai la chance de suivre ce sujet depuis au moins 30 ans. Je me souviens très bien qu'il y a 15 ans à Marseille, dans la cité le Clos La Rose, on avait eu un cas similaire, c'est-à-dire des individus qui étaient rentrés en voiture comme ça un soir et qui avaient sorti des mitraillettes, posé des mitraillettes sur les vitres des voitures et mitraillé à tort et à travers et fait un mort qui à l'époque il n'avait que 15 ans et ce qui avait déclenché la visite à Marseille de tous les ministres. Je ne sais même pas si le président de la République n'était pas allé. Bon, à l'époque, un mort de 15 ans, il y a 15 ans, faisait venir sur place l'intégralité du gouvernement. Donc on dormait pas complètement. Mais néanmoins, 15 ans après, ces faits-là se répètent, se multiplient. Donc on peut parler... Moi, l'anesthésie, je la vois
dans la manière dont, pendant des années, en fait, on a laissé s'enquister ce trafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lutte contre les points de deal, hein, on fait du boulot, on en ferme plein, on peut s'en réjouir, etc. Mais si on regarde un petit peu dans le passé, comme on a plusieurs générations qui se sont installées, on a des quartiers dans lesquels ça s'est vraiment enquisté, et on a des jeunes, finalement une génération qui arrive aujourd'hui, qui a grandi, qui arrive après 3 générations de trafiquants de stupes, je veux dire, dans ces mêmes quartiers, et qui donc sont les héritiers déjà des générations précédentes, et qui à chaque fois essaient d'être plus durs, plus violents que les précédents. Et cela, cette transmission comme ça de génération en génération, je dirais qu'on l'a quand même un peu laissé faire. Et on va y revenir. Est-ce que Clémence Girard, vous êtes d'accord lorsqu'on dit qu'on a laissé s'enquister les points de deal, le narcotrafic dans les quartiers? Est-ce que la situation aujourd'hui est hors de contrôle parce que l'État a abandonné ces quartiers? Non, je ne partage pas cette analyse. Moi, vous l'avez indiqué, je suis chef d'un parquet qu'on appelle la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée. Il y en a 8 en France. Et ces JIRS, elles sont chargées de lutter contre la grande criminalité organisée. Et elles ont été créées en 2004. Donc ça fait désormais, vous voyez, plus de 20 ans que déjà on parle de criminalité organisée et qu'on a déployé des outils et des moyens pour lutter efficacement contre cette criminalité organisée. Ensuite de cela, en 2019, vous avez eu la création de la JUNALCO, donc la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, qui était rattachée au parquet de Paris jusqu'en janvier 2026. Et désormais, vous l'avez indiqué, il y a eu la création du PNACO, donc le parquet national anticriminalité organisée. Donc je ne peux pas dire qu'on n'a rien fait, puisque effectivement, ces lois-là se sont accompagnées aussi d'un arsenal législatif, de la mise en place, de la possibilité de mettre en place tout un tas de techniques spéciales d'enquête, notamment, pour pouvoir effectivement démanteler les réseaux, puisqu'on a parlé de points de deal. Mais moi, mon métier, c'est pas de travailler sur les points de deal. Moi, mon métier, c'est de travailler sur les réseaux criminels organisés, les groupes criminels organisés qui vont sur le territoire importer des volumes absolument astronomiques de stupéfiants. Les points de deal, évidemment, ils sont traités par d'autres juridictions, mais pas la mienne. Donc, à mon sens, il n'y a pas eu d'anesthésie véritablement, il y a eu une prise de conscience. En revanche, ce qui est certain, c'est que je pense qu'on s'est laissé surprendre par l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi j'ai entendu dire voyez ce qui se passe en Belgique, voyez ce qui se passe aux Pays-Bas, on s'en prend à des journalistes, à des avocats. En France, on n'en est pas là. Et puis, il y a quand même eu, je pense, un point de bascule, effectivement, ces derniers mois, ces dernières années, avec des dossiers véritablement inquiétants, une montée en puissance de la violence associée à ces trafics de stupéfiants. Donc je pense qu'il faut plutôt voir les choses comme ça, comme une montée en puissance des phénomènes, que comme quelque chose qui nous dépasserait aujourd'hui, puisque je considère, moi, à la place qui est la mienne, qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'outils qui peuvent nous permettre de lutter efficacement contre ces réseaux criminels. Donc, pour être précis, Clémence Girard, les morts de la semaine dernière, pour vous, ne sont pas la démonstration d'une perte de contrôle de l'État, mais sont, comment est-ce que vous les qualifieriez ? C'est la démonstration, à mon sens, de ce qu'il y a une montée en puissance de la criminalité organisée en France, avec des importations de plus en plus massives de stupéfiants, des personnes de plus en plus impliquées dans ces dossiers, de plus en plus de dossiers. C'est une réalité sur le terrain, c'est-à-dire que quand vous faites le bilan de l'activité, notamment de la JIRS qui est la mienne, il y a une augmentation exponentielle du volume de dossiers, en particulier des dossiers liés au trafic de stupéfiants, et associés à ces dossiers de trafic de stupéfiants, malheureusement, des règlements de compte. Fabrice Rizzoli, comment expliquez-vous cette double dynamique? D'une part, le renforcement continu des institutions et des pouvoirs publics. Clémence Girard cite à l'instant la JIRS, la JUNALCO, la PNACO. Toutes ces tribunaux, ces parquets, ces lois qui ont été votées tout au long de ces 20 dernières années. Et en même temps, la montée en puissance, ça pourrait paraître paradoxal, non seulement du narcotrafic, des importations, mais aussi de la violence liée à ces trafics. Alors, oui, faut pas exagérer, en effet, il y a eu un moment où il n'y a que le terrorisme qui comptait en France. Et depuis 20 ans, on s'occupe un peu du crime organisé. Il y a eu un retour avec les attentats du Bataclan, mais voilà, JIRS, confiscation, Agrasc, agence de gestion des biens confisqués, usage social des biens confisqués. On a beaucoup d'instruments aujourd'hui pour lutter contre le crime organisé. Ce qu'on n'a pas vu venir, et peut-être tant mieux, on n'est pas dans Minority Report, c'est... alors que la démographie augmente, ça on le voit venir sur les 30 dernières années, une jeunesse pétrie de réseaux sociaux qui entre dans la délinquance très jeune, qui utilise des kalachnikovs, et donc quand ils tirent pour impressionner sur un point de deal, ça tombe sur la chambre des enfants, de Soukaina et d'autres. On ne l'a pas vu venir, bon maintenant on le sait.
Ce qu'on n'a pas vu venir, mais qu'on aurait peut-être un peu plus anticipé, c'est que depuis 10 ans, les cartels colombiens, qui sont en réalité les gestionnaires des endroits de production de cocaïne dans les 3 pays andins, Pérou, Bolivie, Colombie, ont décidé d'inonder l'Europe. On le voit très clairement dans les saisies exponentielles de cocaïne depuis 10 ans. Alors, saisie, ça pourrait vouloir dire que les services d'enquête sont beaucoup plus forts, c'est vrai, mais en fait, c'est pas ce que disent non plus les enquêtes de consommation. On consomme beaucoup plus de cocaïne. Donc, je veux en venir que c'est un marché beaucoup plus concurrentiel pour les trafiquants. On peut gagner plus d'argent plus vite avec la cocaïne qu'on le gagnait avec le cannabis. Et donc, toute cette génération de narco-bandits, notamment des quartiers populaires, sont en compétition féroce avec ces armes de guerre, avec le recrutement. Donc là, il y a quelque chose de très nouveau où l'État, dépassé, je ne sais pas, mais en tout cas, doit y faire face de manière très importante. Notons quand même qu'il y a peut-être un effet ciseau. Je m'explique, augmentation de la cocaïne, augmentation de la plus-value, augmentation des revenus pour les têtes de réseau, parce que les petits en bas, ils gagnent rien du tout, puis ils se font assassiner. Et en même temps, alors que la démographie a augmenté, je suis désolé, mais le nombre de fonctionnaires n'augmente pas proportionnellement à la démographie en France. On a 2 fois moins de magistrats qu'en Allemagne, en France. 2 fois moins. C'est-à-dire que malgré tous les efforts et la mise en scène de ces efforts par les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés à ces postes ces dernières années à la place Beauvau. Si vous voulez faire des enquêtes patrimoniales, il vous faut des OPJ, il vous faut des magistrats, et ils ne sont pas assez nombreux. Ils croulent sous les dossiers. Donc cet effet ciseau, il est à prendre en compte. Il y a beaucoup plus de procureurs en Italie qu'en France. Ça, les gens ne savent pas ça. Ce sont des données de l'OCDE. Donc tous ces instruments juridiques que nous appelons vraiment de nos voeux, j'ai rédigé les amendements qui permettent la confiscation obligatoire des produits de l'instrument du crime. Ce n'était pas le cas avant la loi narcotrafic. Il faut plus de fonctionnaires dédiés à cette lutte. On va revenir sur tous ces points, mais je voudrais m'arrêter sur l'un d'entre eux que vous avez souligné, Fabrice Rizzoli, c'est la transformation des organisations criminelles. De quelle manière est-ce que ces organisations se sont transformées ? Vous parliez de Kalachnikov, de réseaux sociaux. S'il fallait dresser un peu un paysage de ces évolutions, Frédéric Ploquin. Non, juste d'abord pour compléter, effectivement, il y a une prise de conscience, je suis d'accord, de ce que ça représente, mais la classe politique française est assez peu coutumière de tout ce qui touche à la criminalité organisée, assez peu renseignée, j'ai remarqué, et on a très peu finalement de députés et de sénateurs qui sont capables de comprendre ce qui se passe sur le terrain, et c'est ça qui crée un décalage. C'est-à-dire qu'on a récemment, on a eu moi j'ai eu le plaisir de découvrir une commission sénatoriale qui a enfin mis les pieds dans le plat, qui a dit les choses telles qu'il fallait les dire, qui a reçu des magistrats qui se sont passés de l'aval de la place Vendôme pour dire la vérité, et donc qui ont fait progresser, qui ont cassé la langue de bois d'une certaine manière qu'il y avait sur ce sujet, donc qui ont fait progresser un peu nos responsables politiques dans la connaissance du sujet, mais globalement, ils ne voient pas ce qui se passe. Et sur le terrain, comme ça a été dit déjà par Fabrice un petit peu, on a l'éclosion, d'abord un rajeunissement formidable des acteurs de cette criminalité organisée, même une féminisation, ça c'est assez récent, l'apparition de femmes, un rajeunissement extraordinaire, et l'apparition aussi, l'usage à tort et à travers, enfin l'usage, oui, jusqu'à l'excès, on va dire, d'une main-d'œuvre bon marché qui est recrutée, y compris parmi les clandestins, les jeunes clandestins, surtout les mineurs, etc. Donc on a une multiplication à la base de cette main-d'œuvre au bon marché, qui est aussi de la chair à canon pour les barons de la drogue qui, eux, se mettent à l'abri un peu à l'extérieur, même parfois du pays. Donc on a cette et c'est ça, moi, que je trouve le plus perturbant et le plus difficile à gérer, même pour l'État. Finalement, est-ce qu'il va pas falloir doubler les effectifs bientôt des tribunaux de mineurs, des services de mineurs, dans la mesure où on a l'apparition dans le décor d'un nombre colossal de mineurs qui sont capables de se transformer en tueurs à gages, de rendre tout un tas de petits services pour des sommes dérisoires et de s'exposer pour des sommes ridicules. Donc le paysage de la criminalité organisée, c'est ça en bas sur le terrain. Et en haut, on a une autre transformation qui est récente aussi, c'est l'apparition, moi je dirais, d'une sorte de véritable cartel de la drogue à la française, qui fait... Longtemps on a dit non, mais la drogue elle vient de la Belgique et de la Hollande. Aujourd'hui, le constat est le suivant, il est complètement différent. Ce sont les cartels français qui envoient éventuellement du produit dans ces pays-là. Il y a un renversement, et il y a l'apparition, c'est constaté par les services de police sur le terrain, d'une espèce de cartel français ou franco-maghrébin, on va dire, installé à l'étranger, plutôt du côté de Dubaï,
gèrent les tarifs, qui eux, à ce niveau-là, ils ne s'entretuent pas. Ils laissent s'entretuer les petits en bas sur le terrain, mais au sommet, si vous voulez, c'est important à dire, eux, au contraire, c'est la paix des braves pour que l'argent rentre. Je vous propose d'écouter Émile Diaz, ancienne figure de la French Connection, lorsqu'il était auditionné par le Sénat en février dernier. Ce que je dis, moi, c'est que nous avions des codes. Les vieux, ils nous éduquaient. Ils nous disaient ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et on faisait les voyous, et il y avait cette espèce de graduation, vous voyez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 16 ans, et ils tuent des gens. Mais nous, à 16 ans, on était là, on était en train de calculer comment on pouvait voler 3 blue jeans. Il y avait une graduation, c'est-à-dire qu'à 25 ans, on commençait à être connu, à parler avec d'autres gens, vous voyez. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il rentre dans le banditisme directement, mais il ne sait pas comment ça marche, le banditisme. Il n'a pas les codes, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il veut devenir calife à la place du calife, alors il est là, il prend une Kalachnikov et il tire et il dit voilà, moi, c'est comme ça, quoi, voilà. Aujourd'hui, celui qui tue, il est brave. Et nous, celui qui tuait, il fallait qu'il ait une bonne raison de tuer. Clément Girard, pour une réaction après ce témoignage qui peut paraître surprenant, mais qui au moins pose un état d'esprit. Il y a eu 47 mineurs qui ont été mis en examen dans une affaire d'assassinat ou de tentative d'assassinat seulement pour la ville de Marseille en 2025. Comment vous faites, vous, alors vous êtes au parquet de Paris, mais comment est-ce que vous faites pour lutter contre ce rajeunissement, non seulement de l'enrôlement, mais aussi des passages à l'acte des personnes qui participent à ces trafics de drogue ? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur la question des moyens, parce que ça me semble évidemment extrêmement important. On fait face aujourd'hui à un nombre de dossiers évidemment de plus en plus complexes, de plus en plus volumineux, avec de plus en plus de personnes mises en examen dans ces dossiers. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est que non seulement il faut renforcer les moyens humains, puisqu'aujourd'hui on a un arsenal, comme je vous l'ai dit, législatif, qui à mon sens est suffisant. Néanmoins, derrière, il faut des gens. C'est-à-dire quand vous mettez en place des écoutes téléphoniques ou une sonorisation, il faut un enquêteur derrière qui va écouter 24 heures sur 24 ce qui se dit pour pouvoir l'exploiter et être efficace. Il faut des magistrats également. Mais au-delà des moyens humains, moi, ce sur quoi je suis extrêmement attentive, c'est à la spécialisation des magistrats et des enquêteurs qui traitent de ces affaires. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui être expérimenté, savoir comment ces réseaux fonctionnent et savoir comment ils évoluent. Et c'est en ça qu'à mon sens, il faut qu'à la fois on soit plus nombreux, mais qu'on soit également spécialisé du bout en bout de la chaîne. C'est-à-dire du procureur qui va décider de se saisir du dossier, au juge d'instruction, puis au juge qui va juger ensuite le dossier au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises, et ensuite, et c'est ce qui a été créé avec la nouvelle loi du 13 juin 2025, la création d'un juge de l'application des peines, spécialiste de la criminalité organisée, qui va pouvoir suivre comme ça les condamnés en lien avec la criminalité organisée, et ça me paraît extrêmement important parce que, évidemment, il faut que tous ces magistrats puissent connaître cet environnement criminel, comment il fonctionne, quels sont leurs ressorts, et qu'ils puissent connaître également comment ces groupes évoluent. Je reviens à votre question, effectivement, sur cette transformation, quelque part, des organisations criminelles. Moi, ce que j'ai pu constater, effectivement, de mon expérience, c'est que auparavant, peut-être, des personnes qui se seraient orientées vers des activités délinquantes de type braquage, vol avec armes, aujourd'hui ont peut-être plus tendance à se tourner vers le trafic de stupéfiants parce que ça apparaît aujourd'hui peut-être plus simple à mettre en œuvre et surtout c'est extrêmement rémunérateur. Donc on voit effectivement un changement un petit peu de paradigme et surtout de thématique vers laquelle ils s'orientent, plutôt vers le narcotrafic. Ce qui est différent aussi à mon sens et ce qu'on observe dans les dossiers qu'on ne voyait pas forcément auparavant, on parlait de cartels, c'est effectivement l'implantation et l'arrivée sur notre territoire national de cartels étrangers. Colombie par exemple, Mexique, donc deux gens qui sont projetés de l'étranger sur le territoire national pour gérer notamment les arrivages de cocaïne entre autres, ou pour pouvoir mettre en exergue et pouvoir mettre en œuvre des modes opératoires assez sophistiqués, notamment sur la cocaïne qui serait trafiquée chimiquement. On envoie des chimistes colombiens, on envoie des chimistes mexicains sur le territoire national. Donc ça, c'est quand même un véritable changement. Mais l'arrivée de ces cartels sur le territoire français n'a pas de conséquences sur l'âge des primo-arrivants dans le trafic français ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que plus vous faites arriver de la cocaïne
quelles que soient les routes employées, c'est-à-dire c'est les aéroports, c'est les ports, c'est la voie routière, les go-fast depuis l'Espagne, et plus effectivement vous créez de la ressource et une envie pour des personnes peut-être de se retrouver impliquées dans du trafic de stupéfiants, ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de main-d'œuvre. Parce qu'une fois que cette cocaïne ou que ce cannabis il arrive, il faut le vendre. Alors ça, moi, c'est pas ma partie du travail, mais effectivement, ces stupéfiants vont arriver sur le territoire, ils vont être ensuite répartis, dispatchés vers des points de deal. Et là, il vous faut des guetteurs, il vous faut des vendeurs. Et généralement, on va se tourner vers de jeunes mineurs qui vont pouvoir occuper ces places-là. Et malheureusement, ce qu'on observe ces dernières années, c'est qu'au-delà de cette implication dans les trafics de stupéfiants, on les retrouve aujourd'hui à la manœuvre, exécutant des contrats criminels, puisqu'ils sont, comme ça a été dit, recrutés sur les réseaux sociaux de manière extrêmement simple. Snapchat, Telegram, Signal, on voit ça dans tous les dossiers aujourd'hui. Et pour quelques milliers d'euros, on les fait venir. Ce qui est très différent aussi, c'est qu'il y a une vraie mobilité géographique maintenant de ces groupes criminels et en particulier de ces jeunes. On le voit bien, on peut aujourd'hui demander à un jeune qui habiterait par exemple à Marseille de venir exécuter un contrat à Paris. Donc il y a vraiment aujourd'hui finalement une mobilité de ces groupes criminels et une facilité à venir embaucher comme ça des jeunes mineurs dans les dossiers. Fabrice Rissoli, concrètement, comment ça fonctionne le recrutement de ces jeunes mineurs dans les trafics ? Alors, je reste un peu convaincu que le territoire garde encore une importance très importante et que la classique cooptation de voir les gamins grandir, par exemple, dans une cité, que de leur donner des petites missions de confiance, de voir si ils les font correctement et de les acheter, de les séduire. Le fameux va me chercher un sandwich, je te donne 50 €, garde la monnaie. Je veux dire, dans les témoignages de toutes les mafias, des mafieux italiens vous disent je me suis fait acheter pour un blouson en sky ou une paire de baskets à 14, 15, 16 ans. Parce qu'on dit rajeunissement, mais les témoignages des mafias italiennes disent que ça commençait très tôt. Le rajeunissement dans l'embauche, je parle. Donc je pense que ça existe encore maintenant. La vraie différence aujourd'hui, c'est que les mecs passent une annonce, les trafiquants, sur les réseaux sociaux, sur Telegram, et que vous avez des gamins qui descendent donc de toute la France pour faire le chouf, le guetteur. Nous, par exemple, on suit une famille, le gamin est descendu, il n'avait rien à voir avec le trafic à l'origine, mais il connaissait quelqu'un à Marseille qui avait fait une formation avec lui, donc en Savoie. Il descend le matin pour faire le guet. Il n'est pas encore arrivé presque que déjà il meurt assassiné à la Kalachnikov parce qu'il y a eu un coup de force. Il voulait rembourser, il voulait donner de l'argent à sa mère qui avait perdu son petit restaurant, qui avait fait faillite. C'est ça la motivation des gamins. Donc vous pouvez les attirer pour tout. Et en même temps, il existe aussi d'autres profils, du jeune Matteo, qui n'était pas complètement, par exemple, hors famille, sans soutien, etc., et qui est devenu un tueur, et qui prenait un plaisir fou, et qui se filmait, etc. Ça aussi, ça dit quelque chose. La seule chose avec laquelle je suis d'accord avec le gangster dont vous avez donné la voix, là, avec un goût de pastis, mais donc à l'oreille, c'est qu'effectivement, il tuait moins jeune. Ça, c'est sûr. Par contre, le code d'honneur, j'y crois pas du tout. Puis je vais vous dire une chose. Non, bien évidemment, on a passé cet extrait pour donner à voir le discours de cet ancien membre de la French Connection. Je vais rebondir sur la violence, ne vous inquiétez pas. Non, mais vous faites bien de souligner que le discours sur le code d'honneur est évidemment un discours mythifié. Il ne tuait pas tout de suite, mais je vous rappelle quand même que la majorité était à 21 ans, que Francis le Belge était au fichier du grand banditisme à 23, et qu'il était mineur, qu'il avait déjà 2 prostituées à lui. Les grandes victimes du crime organisé systémique français qui doit sa richesse au proxénétisme industriel pour alimenter les soldats qui font la guerre d'Algérie, pour alimenter les soldats, etc., c'est les femmes. Des milliers de femmes ont été réduites en esclavage et ça a fait la richesse du crime organisé avant qu'ils ne rentrent dans l'héroïne et dans la French Connection. Mais il n'y avait pas de chaîne d'information continue, puis pour le coup, la condition féminine était un peu moins travaillée. Donc aujourd'hui, on voit ces gamins qui meurent. C'est nouveau, j'entends. Il y a aussi une caisse de résonance avec les chaînes d'infos continues. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis qu'on soutienne les victimes innocentes 1 an après, alors qu'elles étaient assassinées. Mais comprenez que la violence, quand même, avant, ça devait être quelque chose aussi au quotidien, et y compris pour les plus jeunes, notamment les femmes. Frédéric Ploquin, par où ça passe, du coup, pour éviter ces trajectoires? C'est plus d'État dans ces quartiers, de la prévention, des associations comme celle de Fabrice Rissoli? Et pour compléter là, ce que vient de dire Fabrice, moi je suis assez frappé par la manière dont ces jeunes rentrent en scène, tuent,
se mettent simultanément en scène pour montrer ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a parfois, je veux dire, c'est vrai que les voyous dont parlait Fabrice à l'instant, les voyous d'autrefois, je veux dire, c'était tout sauf se faire. Ils se faisaient jamais photographier. Moi, quand j'essaie de faire la biographie de voyous à l'ancienne, eh bien, ils ont pas de photo d'eux, jamais. Et on peut pas mettre dans le bouquin une photo d'eux parce que ça n'existe pas, parce qu'ils ont toujours fui les photographes. Et là, c'est l'exact inverse. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on a raté. C'est-à-dire que moi, je reçois régulièrement des petites vidéos comme ça, où je vois, alors dans des villes moyennes, la dernière que j'ai reçue, c'était à Tours, deux jeunes cagoulés, donc on ne les reconnaissait pas, qui se filmaient dans une cité HLM de cette ville, des armes longues à la main, en train de tirer et de rigoler en le faisant, et de se filmer en le faisant, de tirer contre une fenêtre, comme ça, où peut-être, potentiellement, il y vivait soit un de leurs rivaux, soit la famille, parce que maintenant, ça déborde aussi, ça éclabousse de tous les côtés. On cible plus, comme avant, le voyou à qui on veut du mal, ou celui qui vous a balancé, ou je ne sais quoi. C'était ça un peu leur code, on ne tue que. Là, maintenant, c'est absolument n'importe quoi. Ils tirent à tort et à travers. Ils ont, sur la vidéo, là, il doit avoir 17 ans, et ils se montrent. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment du boulot, à mon avis, parce que non seulement il s'agit de leur faire comprendre que, pour leur faire comprendre que c'est pas des choses qui se font, il faut déjà comprendre pourquoi ils se filment en le faisant et pourquoi ils se montrent en le faisant. Ça veut dire qu'ils n'ont strictement aucune conscience du danger que ça représente et qu'ils ont absolument peur ni de la police, ni de la justice, ni de la peine, ni même de la prison. Donc on a vraiment raté quelque chose à ce niveau-là sur une génération qui s'est approprié le modèle culturel, pour moi, des gangs latino-américains, qui fantasment là-dessus. Mais dans une gangstérisation, ils fantasment pas sur les codes de l'honneur du milieu à l'ancienne, mais ils fantasment effectivement sur les gangs latino-américains. Ils veulent être comme eux, ils veulent leur ressembler, et donc ils sont plutôt dans j'ai presque envie de dire, dans une réalité parallèle. Enfin, moi j'essaie de parler avec eux quelquefois, mais je veux dire, ils sont pas on n'est pas dans le même monde, hein. Ils sont d'ailleurs, pour faire ça, pour balancer sur les réseaux sociaux là, un film de soi-même en train de tirer dans les vides d'un inconnu, etc., où on a peut-être fait des blessés. Faut être dans une autre réalité. Donc il y a un travail énorme que l'école a raté quelque chose, ça c'est clair. Enfin bon, on n'a pas su les retenir dans les classes, ces individus, parce que ils sont partis trop tôt. Donc le modèle républicain, là, doit faire aussi des efforts considérables pour essayer de se rappeler à l'ordre, pour essayer de contrer. En fait, l'État pourrait peut-être, et l'État n'ose pas faire ça pour l'instant, on n'ose pas faire de la publicité contre l'usage de stupéfiants. On le fait à peine, alors qu'on savait le faire pour l'alcool. Et l'État ne se mouille pas pour essayer de dire ce modèle socioculturel là auquel vous adhérez, que le cinéma met en valeur, cette espèce de mythe selon lequel vous allez être aussi riche qu'un footballeur si vous trafiquez des barrettes de stupéfiants. Alors vous pouvez hésiter entre les deux boulots, mais finalement ça vous rapportera autant. Ce mythe-là s'est installé sans que sociologiquement, politiquement, personne ne soit capable de construire un contre-discours susceptible d'ébranler ces jeunes. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on cherche. Frédéric Loquin, est-ce qu'on prend la chose par le mauvais bout ? Est-ce que le tout répressif, entre guillemets, n'est pas suffisant ? Est-ce qu'il fallait prendre par un autre endroit la lutte contre le narcotrafic et l'enrôlement de ces jeunes mineurs dont on parle depuis tout à l'heure ? C'est l'un ou l'autre. Je pense que la répression, je veux dire, si on lâche là-dessus, je suis d'accord qu'il faut, ce qui a été dit par la magistrate est extrêmement important. Il faut renforcer les services de police, il faut les spécialiser. Quand moi je discute avec aujourd'hui des policiers spécialisés dans la lutte contre le blanchiment, qui est un point essentiel, et qui me disent tous les spécialistes sont en train de partir à la retraite, on ne forme plus personne, et comme on a un peu ratiboisé la police judiciaire dans les réformes récentes, il va falloir recommencer à aller chercher des spécialistes capables d'éplucher des comptabilités et surtout de suivre les transactions qui se passent à la seconde sur le téléphone portable aujourd'hui. On est un peu largué, hein. Donc là, c'est ce que vous appelez le tout répressif. Il faut embaucher des policiers et les former notamment à la lutte contre le blanchiment parce qu'ils savent plus faire et parce que les spécialistes aujourd'hui se comptent sur les doigts de la main et qu'il y a cette inondation d'affaires, ce burn-out de l'État. En fait, c'est ce qu'ils cherchent, le burn-out de l'État. En nous arrosant, en nous inondant, en saturant les services de police, en saturant les tribunaux pour mineurs, ils savent très bien que leurs dossiers, ils vont arriver devant le tribunal au bout de 4, 5, 6 ans. Alors le mineur, le temps qu'il comprenne, 4, 5, 6 ans après, il a 17 ans, je finis juste la phrase, au moment des faits. Quand il a 25 ans, on lui dit tu vas être jugé, ça va pas, il faut accélérer. Je voudrais, si vous le voulez bien, pour les 10 minutes seulement qu'il nous reste d'émission, qu'on revienne sur la loi qui a été votée au printemps dernier, la loi narcotrafic. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de ce qui a été mis en place, Clémence Girard ?
Je rebondis déjà sur ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, à mon sens, la répression, elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut déstabiliser les organisations criminelles. Et je considère que, en tout cas, dans les sanctions parfois qui peuvent être mises en œuvre, notamment au parquet de Paris dans les dossiers qui sont les miens, les peines sont à la hauteur des enjeux. Et quand je dis ça, c'est qu'effectivement, les peines sont dissuasives, qu'on incarcère les gens pendant plusieurs années et qu'on voit bien qu'on fait du mal quand même à ces organisations criminelles et qu'à un moment donné, elles ont besoin de se remettre en place et que c'est compliqué dès lors que les chefs de réseau sont incarcérés. C'est bien de parler de guerre contre le narcotrafic, d'utiliser ce vocable militaire. C'est une lutte contre le narcotrafic. J'aime pas effectivement parler de termes militaires, mais c'est une lutte contre le narcotrafic et c'est une lutte qui est la nôtre au quotidien. Et effectivement, les magistrats sont à la tâche tous les jours pour lutter efficacement contre ces organisations criminelles. Donc la répression, évidemment. Ça ne vient pas naturellement obérer cette nécessité également de faire de la prévention. Mais là, on est sur un autre volet qui est celle du consommateur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, la difficulté, c'est qu'on est un des pays en Europe qui consomme le plus de stupéfiants. C'était au départ le cannabis chez les jeunes 15-25 ans. Aujourd'hui, c'est également la cocaïne. Donc il y a une véritable préoccupation aussi à ce niveau-là, puisqu'effectivement, il y a un jeu d'offre et de la demande. Sans consommateurs, il y aurait peut-être moins d'arrivage de stupéfiants sur notre territoire et vice-versa. Donc évidemment, tout ça vient se nourrir et fait que, évidemment, l'institution judiciaire doit faire face à une activité aujourd'hui tant du côté des consommateurs, parce que comme vous le savez, et notamment au parquet de Paris, les consommateurs parfois sont présentés à un procureur et on leur demande effectivement de répondre à une injonction thérapeutique, c'est-à-dire qu'on les oblige à se soigner. Et parallèlement à ça, la section qui est la mienne, elle va plutôt traiter ce qu'on appelle aujourd'hui le haut du spectre, donc les importateurs et les trafiquants de stupéfiants. Donc l'un ne va pas sans l'autre et les deux, évidemment, sont complémentaires. Sur la loi narcotrafic, elle est récente, hein, c'est même pas un an. Le PNACO a été mis en place en janvier. 2025, voilà. Le PNACO a été mis en place en janvier 2026. Le PNACO, aujourd'hui, sa mission, ça va être de coordonner l'action de l'autorité judiciaire sur le territoire national, des différents magistrats qui vont traiter de cette criminalité organisée. C'est-à-dire d'assurer un suivi, par exemple. Comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Le PNACO doit être avisé et doit évidemment faire l'objet d'une remontée d'informations systématique de tous les dossiers en France qui concernent la criminalité organisée de grande complexité. C'est-à-dire qu'on doit effectivement leur répercuter des informations pour qu'eux puissent derrière en faire une analyse, puisse éventuellement indiquer qu'il y a un phénomène émergent en France qu'on a constaté et pouvoir faire bénéficier l'ensemble des acteurs de la lutte contre la criminalité organisée de l'analyse qui sera la sienne grâce à des recoupements qu'elle pourra opérer par rapport à ces informations qui sont remontées. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'il y a un besoin évidemment de coordination. On sera meilleur si les uns et les autres, acteurs de la lutte contre la criminalité organisée, on vient effectivement mettre en commun nos connaissances, notre expertise pour qu'elle soit analysée. Donc ça, évidemment, la création du PNACO, c'est une avancée dans cette loi narcotrafic, mais c'est pas la seule. Notamment, et ça, je pense que c'est effectivement une avancée aussi, c'est la question d'avoir mis dans cette loi la question des informateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la majeure partie des dossiers de trafic de stupéfiants, des informateurs, des indiques, comme on dit, des tontons, interviennent dans ces dossiers. Jusqu'alors, tout ça était parfaitement obscur, on va dire. Il n'y avait rien dans la loi qui venait parler de ce qu'était un informateur. C'est aujourd'hui inscrit dans cette loi narcotrafic. Et à la manière italienne un petit peu, de témoins protégés. Alors ça, c'est encore autre chose. Non, les sources, c'est vraiment, les indicateurs sont des personnes qui vont vous donner des informations, des renseignements et qui vous vont permettre d'initier des enquêtes sur le territoire national. Alors évidemment, tout cela doit être parfaitement encadré, doit faire l'objet de discussions, de dialogues entre services d'enquête et magistrats, mais à mon sens, c'est une avancée que le terme d'informateur apparaisse dans cette loi et que l'article en question qui parle d'informateur prévoit qu'un officier de police judiciaire, aujourd'hui, peut débuter une enquête sur la base de renseignements fournis par un informateur, puisque c'est une réalité de nos dossiers. En matière de criminalité organisée, on travaille beaucoup avec des informateurs. Et comme vous le disiez, la protection, effectivement, de ce qu'on appelle les collaborateurs de justice, ça aussi,
aussi, c'est un arsenal qui a été renforcé dans le cadre de la loi narcotrafic. Il y avait déjà des choses qui étaient prévues dans le code de procédure pénale sur les repentis, donc ce que vous indiquez sur les collaborateurs un peu à l'italienne. Il y avait besoin d'une marge de progression, à mon sens, en France. C'est aujourd'hui chose faite et ça rentre très clairement dans le sujet qui est le nôtre ce soir, puisque jusqu'alors, vous ne pouviez pas être repenti si vous étiez impliqué dans un dossier pour des faits de meurtre. Ce n'était pas prévu par la loi, ce qui évidemment posait problème, parce que ce sont les dossiers quand même les plus graves et les plus importants, et on attendait que des personnes qui avaient connaissance d'un certain nombre d'informations puissent venir les répercuter à des services d'enquête. Aujourd'hui, avec la loi narcotrafic, une personne peut venir donner des informations si elle est impliquée dans des faits de meurtre et peut bénéficier éventuellement d'une réduction de peine. Donc à mon sens, c'est évidemment une avancée majeure dans le cadre de cette loi. Fabrice Rizzoli, qu'est-ce qui manque à cette loi ? Quel est le prochain pas nécessaire pour lutter plus efficacement encore contre le narcotrafic en France ? Effectivement, le bilan est difficile à faire. Je crois qu'on a vu que toutes les mesures de droit administratif peuvent montrer certains résultats, retirer les gens de leurs logements sociaux s'ils sont impliqués dans le trafic. Il y a plein de choses qui se voient comme ça. Le droit administratif est pratique pour ça. À Marseille, la décision n'a pas été prise de retirer le logement des familles de trafiquants. Je dis que ça, on voit. Sur le pénal, c'est toujours plus long. On est quand même sur France Culture, donc allons un peu quand même dans la complexité pédagogique, mais complexité. Nous avons fait voter l'obligation de la confiscation des instruments et produits du crime. Le problème, c'est que suite à une question prioritaire de constitutionnalité, l'article mal rédigé ne faisait pas foi à quelque chose de constitutionnel qui est très important. Par exemple, que le juge puisse toujours dire « non, je ne confisque pas ». Il a des motivations pour ça. Donc là, on est en train de recommencer l'amendement pour qu'il soit voté. Donc vous voyez, là, c'était un vrai progrès. Mais il y a encore l'amendement, donc c'est toujours pas appliqué. C'est que par exemple, un appartement ayant été acheté par un narcotrafiquant puisse être utilisé comme un bien social. Alors attendez, non. Les biens sont en général saisis par les enquêteurs, puis confisqués définitivement, sauf qu'il arrive que le juge du siège ne fasse pas la confiscation. Ce qui est totalement irrespectueux du travail des officiers de police judiciaire, qui travaillent 70 heures par semaine, les magistrats pareil. Et donc nous, on veut que dans la loi, il soit obligé de prononcer la confiscation. S'il ne le fait pas, il a 2 motifs pour refuser. Il a bien raison, la proportionnalité du patrimoine. Je ne vais pas vous prendre tout ce que vous avez eu de votre héritage de votre oncle d'Amérique. Je ne dois confisquer que l'appartement que vous avez acheté avec le trafic de drogue. Et aussi l'individualisation de la peine. Je vous la fais courte, moi, en matière de confiscation immobilière, j'y crois pas. Donc, moi, je voudrais que ça soit sûr que le magistrat du siège prononce la confiscation. Trop souvent, il ne le fait pas. Nous l'avons fait aussi pour le délit de non-justification de ressources. Problème, ces confiscations pénales en France, sur 100 biens saisis provisoirement, seuls 30% sont confisqués définitivement. Parce que les gens ne sont pas condamnés, parce que la procédure est complexe, parce que tous les trafiquants font des recours. En Italie, sur 100 biens saisis provisoirement, 60 sont confisqués définitivement. Qu'est-ce qui nous manque ? Une confiscation sans nécessaire condamnation pénale du propriétaire. Alors donc, monsieur, vous êtes un trafiquant de drogue, mais les biens sont au nom d'autres personnes. Bien sûr que la magistrature peut aujourd'hui chercher le lien avec l'infraction et les personnes, mais c'est très compliqué à prouver dans l'enceinte d'un tribunal. Ça demande des enquêtes patrimoniales très complexes, etc. En Italie, tous les complices, là, ils vous fréquentent, doivent aller dans un tribunal dit civil, administratif, et justifier l'origine légale de leurs biens. Et donc, on confisque beaucoup plus. Et après, on peut mettre à disposition ces biens aux citoyens. Voilà pour un angle mort juridique qui mérite d'être développé. En avez-vous juste compléter Oui, mais alors, il reste 40 secondes. Juste un mot sur ce qui manque. Il ne faut jamais oublier que le trafic de stupéfiants est international et qu'il ne se joue pas au niveau de la France. Et donc, ce qui est en train de... Je trouve qu'il y a des enjeux majeurs qui sont en train de s'opérer. Le fait d'avoir réussi à dégeler les relations diplomatiques entre la France et le Maroc, a permis l'arrestation notamment du chef présumé du clan Yoda et son procès aujourd'hui en France, son extradition. La visite récente du ministre de la Justice en Algérie est essentielle parce que sans ce fil rouge entre la France et l'Algérie, vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre d'individus. Clémence Girard, vous souhaitez le mot de la fin? Très rapidement, sur les confiscations, effectivement, il y a quand même là aussi tout un tas d'outils qui permettent quand même de confisquer les biens, notamment la présomption de blanchiment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui vous permet de confisquer des
des biens sans démontrer nécessairement le fait que la personne soit impliquée. 1% des confiscations. Oui, mais c'est compliqué. c'est quand même Merci mis en bien. œuvre. Le débat continuera en dehors de ce studio. Merci à vous trois d'avoir fait le déplacement dans le studio 341 de la Maison de la Radio. Clémence Girard, vice-procureur au tribunal de Paris, chef de la section lutte contre la criminalité organisée. Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation. Je cite votre livre qui vient de paraître sur un autre sujet, Epstein, les secrets de la filière française aux éditions du Nouveau Monde. Et Fabrice Rizzoli, enseignant à Sciences Po, spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Et je rappelle le nom de votre association, Crime Halt. Merci également à l'équipe qui prépare tous les soirs cette émission. À la préparation, Louise Morfois, Mathias Mégy, Antoine Héral, Diane Devance à la programmation. Quant à nous rester à l'écoute, on se retrouve dans quelques secondes seulement pour la deuxième partie de cette émission consacrée aux nouvelles masculinités.